Merci beaucoup Virginie pour cette invitation à cette initiative si enrichissante. Je remercie et je félicite tous les intervenants qui m'ont précédé. J'ai appris beaucoup. C'est une opportunité très importante pour un chercheur de pouvoir se confronter avec les praticiens aussi bien qu'avec d'autres chercheurs. Euh, Si je dois donner un petit résumé de mes impressions de cette riche journée, il me semble qu'on peut la résumer dans une opposition apparemment paradoxale entre deux différentes visions. Il y a une vision que j'appellerais romantique du rapport de la ville et de la collectivité locale à l'international. Euh, c'est dans les mots de M. Kouchner, c'est une diplomatie humaine. Et je pense qu'on est assez d'accord sur cela. Une diplomatie efficace, pragmatique, basée sur des valeurs, on l'a vu. Et au final, une diplomatie qui apporte des solutions qui vont efficacement changer la qualité de la vie et la durabilité d'un territoire. Mais de l'autre côté, on observe aussi qu'on est face à des crises. On a ça d'ailleurs dans les titres de ces colloques. Et ces sentiments de crise qui a été mentionné avant, justement avec le titre des réétatisations, je les trouve très appropriés, peut être aussi considéré une espèce de retour de la géopolitique qui nous a tous frappés et qui fait questionner sur l'efficacité d'une action collective quand les villes semblent être mises un peu à l'écart. Tout semble bousculé. En effet, il me semble que cette opposition est en quelque sorte paradoxale parce que c'est deux volets de la même dynamique, en effet. C'est d'un côté comment les mondiales se manifestent localement avec toutes ces crises qui d'ailleurs nous ont précédés et qui suivront malheureusement. C'est juste comment marchent les relations internationales. Mais aussi la réponse locale sur échelle mondiale. Comment les villes sont véritablement des engins, des acteurs des solutions. Et je ne doute pas effectivement qu'on arrivera à métaboliser et trouver des solutions efficaces vis-à-vis de ces différentes crises polycentriques et superposées. L'étude et la comparaison entre ce qui se passe et qui a été décrit aujourd'hui et l'expérience américaine montre effectivement un alignement sur deux pistes des solutions, celle du multilatéral et celle du multiniveau. Alors, le multilatéral, je pense qu'il a été bien décrit par Madame Odd avant nous, quand nous a parlé de cette solitude et de cette importance de baisser nos propres conceptions d'autrui pour être à l'écoute, apprendre et ensuite échanger dans une véritable coopération et amitié. Du côté multiniveau, la France, effectivement, a représenté un des exemples pour l'évolution qui s'est déroulée aux États-Unis, parce que la fonction des aux représentants pour la diplomatie sous-nationale, qui regroupe à la fois la diplomatie des États et des collectivités locales, a été inspiré effectivement par la DAECT et la Commission nationale pour la coopération décentralisée. J'en ai eu en effet le plaisir d'en parler avec les experts qui avaient été mandatés de la création de cette infrastructure et j'ai vu qu'il y avait un intérêt à comprendre ce qui avait été efficace dans cette démarche, aussi bien que surmonter des éventuelles frictions, des éventuelles difficultés. Et c'est là que les approches multiniveaux se révèlent importantes. On observe que la relation est dans les deux sens. Ce n'est pas exclusivement, bien que ce soit important, un appui du centre, de l'État central vers la collectivité
qui comprend bien sûr le financement, mais aussi une mise en réseau, une coopération pour trouver et collaborer avec des partenaires locaux. Mais c'est aussi la contribution des collectivités locales à travers leur propre réseau, à travers leur propre connexion existante à une stratégie conjointe partagée avec l'État-nation. Ça, c'est véritablement l'axe central pour lequel a été créé ces subnational High Representatives for Subnational Diplomacy aux États-Unis. Il est important de souligner ce que j'ai pu partager d'ailleurs avec les auteurs de ce rapport qui ont créé cette position. On n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, c'est lorsque les villes, elles sentent la sensation de pilotage du pouvoir politique vers un but qui ne leur appartient pas, alors dans le cadre d'une démocratie décentralisée telle qu'est la France, effectivement, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, dans le passé, il y avait eu un certain sens de frustration de la DASCT sur le manque de coopération, de leur point de vue, d'un certain nombre de villes qui ne profitaient pas suffisamment des opportunités mises en place par l'État. Oui, pourquoi? Parce que justement, quand on fait des approches qui sont thématiques et géographiques pour porter les drapeaux, comme cela a été dit, de la France, plutôt que réaliser une stratégie commune, c'est clair qu'il y a des questionnements qui naissent dans le cœur d'un élu local, dans le cœur d'un conseil municipal. Ça, c'est assez évident. Concernant, par contre, cet important volet des coopérations, il y a un autre élément que je trouve un peu manqué aujourd'hui dans le débat, qui peut venir de cet échange, peut être adressé dans cet échange, c'est comment réagir pour les collectivités locales d'un pays démocratique décentralisé tel que la France, dans leur relation avec des collectivités locales d'un pays non démocratique centralisé. Alors là, c'est très compliqué. Et il y a eu des brûlures dans le passé des collectivités territoriales françaises comme européennes. Moi, j'observe de mon point de vue universitaire qui encore maintenant la voie elle est un peu difficile et je m'attends malheureusement d'autres brûlures de ce type parce qu'il y a une difficulté de comprendre les conséquences d'un partenariat de ville à ville qu'en réalité ces partenariats c'est des villes à État non démocratiques. Du coup, il y a une possibilité d'être détourné par l'État non démocratique qui peut être adressée à travers la coopération avec les Quai d'Orsay, dans les cas français, qui a bien sûr à son intérieur tout un certain nombre de diplomates et d'experts qui sont là justement pour éclairer aux besoins, mais aussi dans une approche multi-acteurs avec les universités. Du coup, je me fais un peu de publicité au secteur universitaire. Les universités sont là dans vos propres villes ou dans les villes voisines. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent sur les différents secteurs, peuvent vous aider et vous éclairer. Ceci dit, l'exemple américain montre aussi qu'il peut y avoir un intérêt à ne pas vouloir choisir la route du multiniveau et que ce soit légitime de ne pas vouloir le faire. Alors, l'exemple plus évident, ça s'est eu pendant la période de la présidence Trump, où les villes qui ne partageaient pas ces refus de l'évidence du changement climatique et la sortie de l'accord de Paris se sont équipées à travers la coopération, non seulement d'un volet des plaidoyers pour représenter leur opposition. Plaidoyer d'ailleurs qui a une échelle à la fois nationale et internationale avec un soutien immédiat des maires des villes partenaires et dans le cas français même de la présidence de la République. Mais il y a une composante aussi bien quantitative qui avait donné du poids à cette posture
étant donné que selon les calculs du mécanisme qui avait été mis en place, qui s'appelait America's Pledge, financé en grande partie par des fondations privées, était calculé qu'avec l'engagement des collectivités territoriales, pour cet accord qui était un accord conçu pour les États-nations par contre, bon, les quotas des États-Unis auraient été respectés. Bon, heureusement, il n'y a pas eu besoin d'aller jusqu'à là, parce que ça a été la première chose faite par le nouveau président Biden, de resigner les retours des États-Unis. Mais ça montre comme parfois on peut tout à fait choisir cela. Alors, je donne un autre exemple, je ne sais pas de ne pas vraiment passer par les mauvais élèves, mais l'exemple des villes italiennes, aussi bien qu'américaines, pour ce qui concerne la migration, dans des contextes, là aussi, des gouvernements nationaux, et bien sûr, dans les deux cas, des monopoles de la gestion, comme en France, des flux migratoires et du statut du migrant de la part de l'État-nation, effectivement, il y a des exemples qui peuvent inspirer les cas venus, en cas de besoin, des villes d'autres pays qui pourraient se retrouver dans cette propre situation. On va de la création de la ville-refuge typique des États-Unis, déjà dans les années 70, cela a commencé avec la ville Berkeley, première à les faire, jusqu'au courage montré par un ami commun de Benedetta et moi, maire, et de Mme Hart aussi, maire Leoluca Orlando de Palerme, qui a carrément décidé de ne pas appliquer la loi nationale. Monsieur Orlando, il faut dire, un professeur de droit public, en sachant que la loi nationale n'était pas respectueuse de la Constitution italienne. Et quand cela est fini jusqu'au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a donné raison, qui avait pris quand même les risques de signer de sa propre main toute une série de permis pour les demandeurs d'asile qui allaient contre la loi italienne. Voilà, je voulais juste vous donner quelques pistes. Ne me prenez pas comme celui qui veut vous faire des choses illégales, mais je trouve que le multilatéralisme et l'approche multiniveau peut être taillé pour répondre pleinement aux attentes, aux objectifs et aux défis de chaque territoire. Merci.